killing began immediately in several ways, often by individual Japanese soldiers or up to 30 soldiers together going about, each one seeming to have the power of life or death. And then soon there was organized killing of great bodies of men, and I passed columns of men being taken out to be killed. These people were being killed by rifle fire and machine gun principally. Also we knew of groups of several hundred being bayoneted to death. And nothing but the truth, so help you God. John Gillespie McGee. I was a missionary of the Episcopal Church at Nanking from 1912 to 1940. John McGee, missionnaire américain. Les 105 minutes de vidéo qu'il a enregistrées au risque de sa vie sont devenues les preuves irréfutables dans le procès d'Iwane Matsui. Iwane Matsui, commandant en chef de l'armée d'invasion japonaise pendant le massacre de Nanjing, a été classé criminel de guerre de classe A et porte une responsabilité inéluctable pour ses crimes atroces. Depuis 1907, Iwane Matsui s'est livré à des activités d'espionnage et de renseignement en Chine. Et il a vécu de nombreuses années dans le pays, devenant ainsi un fin connaisseur de la Chine. Pendant son mandat, il a participé à la planification et soutenu activement les actions d'agression contre la Chine. Le 1er décembre 1937, le quartier général de l'armée japonaise a approuvé la recommandation d'Iwane Matsui et a donné l'ordre d'attaquer Nanjing. Dans la soirée du 5 décembre 1937, l'armée d'invasion japonaise en Chine a lancé une offensive complète contre les lignes de défense extérieures de Nanjing, marquant le début de la bataille pour Nanjing. Le 7 décembre, il a donné l'ordre de nettoyer certains quartiers de la ville après la chute de Nanjing. Cette directive a laissé présager les horribles atrocités du massacre de Nanjing. Le 13 décembre 1937, Nanjing est tombé. En ce qui concerne les scènes de l'époque, voici ce que John McGee a raconté. Pendant 6 semaines entières, la ville est devenue un enfer sur Terre. Le 17 décembre, l'armée japonaise envahissant la Chine a organisé une cérémonie d'entrée dans la ville pour marquer l'occupation de Nanjing. Iwane Matsui est entré dans la ville par la porte de Zhongshan pour inspecter les troupes. Pendant le massacre de Nanjing, l'armée japonaise a perpétré 28 cas de meurtres collectifs à grande échelle, tuant plus de 190 000 personnes, et 858 cas de meurtres sporadiques, tuant environ 150 000 personnes. En tout, l'armée japonaise a exterminé plus de 300 000 personnes. En mai 1946, le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient a mené une enquête sur les crimes de guerre de 28 criminels de guerre japonais de classe A, y compris Iwane Matsui, procès qui a duré plus de 2 ans. Finalement, Iwane Matsui a été condamné à mort par pendaison. En dépit de ses dénégations désespérées, le 55e chef d'accusation constitua un verdict irrévocable. En tant que commandant, il resta passif et faillit à son devoir. Ce crime d'inaction devint le jugement définitif qui l'envoya à la potence. Ironiquement, ce bourreau aux mains ensanglantées est toujours honoré au sanctuaire Yasukuni, considéré comme un héros par certains. Ici sont honorés 14 des 28 criminels de guerre de classe A condamnés au procès de Tokyo. Dans la guerre d'agression menée par le militarisme japonais contre la Chine, derrière les bombardements et les massacres, Kenji Doihara fut l'un des instigateurs les plus dangereux. Kenji Doihara, criminel de guerre de classe A condamné par le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, reste honoré à ce jour au sanctuaire Yasukuni.
Si la justice a tardé, l'histoire a finalement démontré que les conspirations ne peuvent être légitimées et que l'agression finit toujours par être tenue pour responsable. L'incident du 18 septembre 1931 marqua le point de départ de la guerre d'agression japonaise contre la Chine et constitua une machination de bout en bout. Bien avant l'éclatement de l'incident, Kenji Doihara était déjà actif dans le nord-est de la Chine. Par l'argent, les menaces et les promesses, il y entretenait le désordre. Sa mission était inavouable, fabriquer pour le Japon un prétexte à l'intervention militaire et les conditions d'une prise de contrôle. Lorsque l'armée japonaise fit sauter un tronçon de voie ferrée dans le nord-est de la Chine, avant d'imputer faussement la responsabilité aux troupes chinoises, il ne s'agissait nullement d'un affrontement spontané, mais d'un scénario soigneusement prémédité dont Kenji Doihara fut l'un des principaux scénaristes. L'armée japonaise du Guandong lança aussitôt une offensive militaire d'envergure et, en l'espace de quelques mois, les 3 provinces du nord-est de la Chine tombèrent sous le contrôle du Japon. Après la chute du nord-est de la Chine, le Japon ne se contenta pas d'une simple occupation militaire. Il entreprit alors un projet encore plus trompeur, la mise en place du régime fantoche de Manchukuo. Dans ce processus, Kenji Doihara joua un rôle extrêmement néfaste. Il fut directement chargé de repérer, contrôler et manipuler un symbole politique, symbole qui n'était autre que le dernier empereur de la dynastie des Qing, Puyi. Kenji Doihara approchait Puyi à plusieurs reprises sous le prétexte de restaurer la monarchie et de protéger la famille impériale, tout en le contraignant par la force et la menace de mort. Il planifia minutieusement l'itinéraire de sortie de Puyi, contrôla ses déplacements et rompit ses liens avec le monde extérieur. Le prétendu soutien à Puyi n'était en réalité qu'un véritable enlèvement politique soigneusement orchestré. En 1932, le Manchukuo fut proclamé, mais ce prétendu État ne disposait ni de souveraineté, ni de politique étrangère, ni de forces armées. Toutes les décisions clés étaient entre les mains de l'armée japonaise du Guandong et des services secrets japonais. Puyi n'était qu'une marionnette exposée sur la scène publique. Le 16 août 1946, à Tokyo, devant le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, Puyi comparut comme témoin clé. En tant que témoin direct de la conspiration japonaise visant à envahir le nord-est de la Chine, Puyi souligna qu'il n'était pas parti de son plein gré, mais qu'il avait été contraint par le Japon à quitter Tianjin pour se rendre dans le nord-est. Ce témoignage mit directement à nu le mensonge selon lequel le Manchukuo serait le fruit de l'autodétermination nationale et devint l'une des preuves clés permettant au tribunal de reconnaître l'agression japonaise contre la Chine et la violation de sa souveraineté. Kenji Doihara fut ainsi fermement cloué au banc des accusés de l'histoire et du droit. Doihara était un intrigant notoire qui se complaisait dans des tactiques néfastes, espionnage, assassinat de sang-froid et subversion perfide de ses cibles. En novembre 1948, Kenji Doihara fut condamné comme criminel de guerre de classe A pour des crimes tels que atteinte à la paix, violation des lois et coutumes de la guerre et crimes contre l'humanité, et pour avoir mené des guerres d'agression et des complots de guerre contre la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays. Le 23 décembre 1948, Kenji Doihara fut exécuté par pendaison. Si la justice a tardé, l'histoire a finalement démontré que les conspirations ne sauraient être légitimées et que l'agression finit toujours par être sanctionnée. Des manigances secrètes au massacre flagrant, les méfaits du militarisme n'ont jamais cessé. Pearl Harbor, Hawaï aux États-Unis. Ce cuirassé aujourd'hui désarmé est l'USS Missouri. C'est l'un des plus grands cuirassés de la flotte américaine de la Seconde Guerre mondiale. Le 2 septembre 1945, au matin, la cérémonie de signature de la reddition inconditionnelle du Japon a eu lieu sur le pont de ce navire, déclarant officiellement l'échec total du militarisme japonais et la victoire finale des forces antifascistes mondiales. À l'écran, Mamoru Shigemitsu, alors ministre japonais des Affaires étrangères, et le général Yoshijiro Umetsu, chef d'état-major de l'armée, signent le document de reddition au nom de l'empereur japonais, du gouvernement et de l'état-major général.
En mars 1934, Yoshijiro Umezu fut envoyé en Chine. Il y resta pendant toute la période allant de l'invasion du nord-est de la Chine à la défaite du Japon dans la guerre du Pacifique. Son nom reste indissociable de la tristement célèbre Unité 731 japonaise, ainsi que de la barbare politique des Trois Tours. En mai 1935, Yoshijiro Umezu présenta une exigence déraisonnable visant à expulser les forces du Nord-Est et du gouvernement central hors de la région du nord de la Chine. Il déploya des troupes japonaises, contraignant He Yingtian à signer l'accord He-Umezu, ouvrant ainsi la porte du nord de la Chine à l'invasion à grande échelle du Japon. En 1938, après avoir pris le commandement de la première armée japonaise, le général Umezu mit en œuvre la politique barbare des Trois Tours, une campagne de terre brûlée consistant à tuer, brûler et piller pendant l'invasion en Chine, infligeant de profondes souffrances au peuple chinois. Selon les statistiques, tout au long de la guerre de résistance contre l'agression japonaise, le nombre de Chinois ayant péri tragiquement sous la politique des Trois Tours de l'armée japonaise dans le nord de la Chine a atteint le chiffre stupéfiant de 7 millions. Yoshijiro Umezu, l'initiateur de la politique des Trois Tours, a par conséquent été surnommé le diable des Trois Tours par le peuple chinois. L'unité 731, l'une des unités militaires japonaises les plus odieuses en Chine, opérait initialement sans désignation officielle. C'est Yoshijiro Umezu, alors commandant de l'armée du Guandong, qui lui a donné son nom et a facilité son expansion. Il est donc également connu comme le cerveau derrière l'unité 731. Au moins des dizaines de milliers de Chinois, Soviétiques, Coréens et de prisonniers de guerre des pays alliés ont été soumis à des expériences brutales sur des êtres vivants, subissant des morts atroces. Cette période constitue une blessure indélébile dans l'histoire de la civilisation humaine. 日本侵华细菌战部队在其建立和扩张的过程当中，得到了日本政府、日军大本营、日本关东军、日本医学界的勾结与多方配合，这充分证明了日本细菌战是自上而下的、有预谋、有组织的国家犯罪。 Représentant par excellence du militarisme japonais, loyal à la politique d'agression et d'expansion du Japon à l'étranger, Yoshijiro Umezu étendait ses crimes bien au-delà de la Chine. En 1941, après avoir combattu pendant la guerre russo-japonaise, Yoshijiro Umezu commença à organiser des exercices militaires simulant l'Union soviétique comme ennemie. Il continua à former les unités de l'armée du Guandong, envoyant un grand nombre d'unités d'élite sur le théâtre du Pacifique. Lors du procès de Tokyo, Yoshijiro Umezu était l'un des officiers les plus gradés parmi les accusés. Reconnu criminel de guerre de classe A, il fut condamné à la réclusion à perpétuité pour crime de guerre le 20 novembre 1948. Épargné de la peine de mort par le jugement, Yoshijiro Umezu est mort d'un cancer du rectum à la prison de Sugamo à Tokyo le 8 janvier 1949 sans jamais avoir avoué ses crimes. Après sa mort, la tablette commémorative de Yoshijiro Umezu a été placée au sanctuaire Yasukuni. Les crimes des individus culminent finalement dans la terreur de la machine de guerre d'un pays. L'ombre de Tojo Hideki, criminel de guerre de classe A du Japon, plane encore. Le 23 décembre 1948, l'architecte en chef de la guerre d'agression menée par le Japon en Asie a fait ses adieux à la vie. Hideki Tojo, le premier ministre japonais dont les actions et les politiques ont considérablement élargi la portée et la brutalité de la Seconde Guerre mondiale en Asie, a été exécuté par pendaison. Le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient l'a reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation. Il est devenu le visage du militarisme japonais, responsable d'une agression à grande échelle contre la Chine, de l'attaque de Pearl Harbor, de l'invasion de l'Asie du Sud-Est et d'immenses souffrances à travers le continent asiatique. Hideki Tojo, surnommé le général Rasoir, a occupé le poste de Premier ministre du Japon à partir d'octobre 1941. En tant qu'architecte central de la guerre d'agression contre la Chine, les politiques qu'il a supervisées ont conduit à des atrocités telles que la politique des Trois Tours, une campagne de terre brûlée consistant à tuer, brûler et piller. Il a été directement impliqué dans l'autorisation de programmes de guerre biologique, notamment la tristement célèbre Unité 731, où des expérimentations humaines ont été menées sur des prisonniers vivants. Sa responsabilité s'étendait bien au-delà de l'Asie. Tojo connaissait et approuvait le traitement brutal des prisonniers de guerre. Des événements tels que la marche de la mort de Bat Han,
ainsi que des témoignages directs provenant des camps de travail forcés de toute la région, sont devenus des symboles durables de cette cruauté. Sous sa direction, des dizaines de milliers de prisonniers de guerre alliés et des millions de civils asiatiques ont péri. Lors de son procès, Tojo a défendu les actions du Japon comme étant de la légitime défense, une affirmation que les juges ont complètement rejetée. Le procès était censé être une leçon permanente, montrant que le militarisme ne mène qu'à la ruine et au jugement. Mais cette leçon a-t-elle vraiment été apprise ? Des décennies plus tard, les symboles et l'état d'esprit de cette sombre époque persistent. Un certain nombre de premiers ministres et de hauts responsables japonais se sont rendus au sanctuaire de Yasukuni, où Tojo et d'autres criminels de guerre de classe A sont vénérés. Pour les victimes de l'agression japonaise pendant la guerre, ces visites constituent sans aucun doute une nouvelle blessure pour les victimes de la guerre. Plus récemment, des discours radicaux ont refait surface parmi des personnalités politiques influentes. Aujourd'hui, sous la direction de la première ministre Sanae Takaichi, nous assistons à un dangereux retour en arrière. L'ombre de Tojo Hideki s'étend. On se souvient de ces crimes, non pas pour déchirer les vieilles cicatrices, mais pour se prémunir contre leur répétition. L'histoire nous rappelle que la vigilance est le prix de la paix. Massaker, die jetzt Japan nicht nur in China, sondern beispielsweise auch in Korea angerichtet hat. Und wenn die wieder hochkommen sollten, also dieses Kriegervolk Japan, dann könnte das nicht nur über China, sondern über die gesamte Region. 日本要在亚洲军事化，这对其他的国家来讲都是太危险的。 Même certains citoyens japonais sont consternés, disant que ces mouvements dangereux pousseront le Japon au bord de la guerre. Mais Takaichi et ses complices d'extrême droite ne se soucient pas de l'opinion publique. Ils veulent satisfaire les électeurs nationalistes qui souhaitent restaurer la gloire du Japon en effaçant sa culpabilité. Pendant des années, malgré la forte opposition des pays voisins asiatiques et les critiques de la communauté internationale, certains politiciens d'extrême droite au Japon ont visité le sanctuaire à plusieurs reprises. 历史和现实证明，重走军国主义是邪路，也注定是一条死路。与军国主义彻底切割，真心走和平发展道路，是日本获得国际社会，特别是亚洲近邻信任与理解的重要前提。 Exposer les crimes de Yoshijiro Umetsu et ceux d'autres criminels de guerre japonais ne relève pas seulement du devoir de mémoire, mais aussi pour rester vigilant. Le monde doit clairement reconnaître que le spectre du militarisme japonais n'a pas entièrement disparu. Ce n'est qu'en affrontant l'obscurité de l'histoire que nous pourrons défendre résolument la lumière. Ce n'est qu'en réglant complètement les crimes du passé que nous pourrons préserver ensemble un avenir pacifique.